Salut tout le monde, bienvenue au SOS Podcast. Énorme émission aujourd'hui, en compagnie bien sûr de Yohan Lennes, mais tellement de sujets. Et pour couvrir tout ça, invité spécial qui va être avec nous durant tout le podcast, j'ai nommé mon ami Valérie Les Tourneaux, avec qui j'ai travaillé samedi passé. Val, comment ça va? Ça va super bien. Comment ça va les boys? Ça va très bien. Merci de prendre le temps ce beau jeudi ensoleillé pour parler de tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes. Tout d'abord, si tu le veux bien, on fait ça depuis quelques semaines parce que Yohan a annoncé qu'il a un gros combat, comme tu sais, le 28 février prochain du côté de Calgary. Puis là, tu me disais, Yohan, que ça commence à être long le camp d'entraînement. T'as eu t'es meilleur en combat qu'en mathématiques, si je comprends bien, ouais. C'est ça? Mais je pensais que j'avais un camp d'entraînement d'à peu près 8 semaines. Puis j'ai réalisé que mon camp d'entraînement était beaucoup plus long finalement. Ça va être un camp d'entraînement d'à peu près 11 à 12 semaines. Donc, OK. moi qui étais habitué de faire pour vrai des 6 maximum, 7, 8 semaines. Malheureusement, ici, surtout au Québec, quand tu sais que tu as un combat, tu le sais maximum 7 à 8 semaines à l'avance. Ouais. À l'UFC, c'est un peu différent. Des fois, c'est 3 mois à l'avance. Mais donc là, je me rends compte que il est temps que le combat arrive. Je me suis entraîné fort, je me sens prêt. Je pourrais me battre samedi. Fait que là, c'est vraiment d'être intelligent puis de périodiser un peu mieux mes semaines parce que je sens que je suis dans le haut de ma vague en ce moment. Puis je sens que je suis vraiment prêt. Faut que tu gardes ça pendant 2 semaines et demie. Exactement. Encore. C'est ça qui est un peu difficile. Fait que là, c'est de laisser sortir un petit peu d'air puis de garder le feu à l'intérieur pour que ça sorte le 28 février. Val, ça t'est déjà arrivé, ça, de piquer trop vite, là, en bon français? Pas tant. Oui, ça m'est arrivé dans le sens où j'ai eu des combats qui étaient prévus, puis là, il y a un combat qui s'annule, il y a quelqu'un qui se retire, puis là, tu continues ton camp d'entraînement parce que tu sais qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. C'est quand même un moment poche parce que tu sais pas contre qui tu vas te battre. Écoute, avec autant de temps d'avance, peut-être mon combat de championnat, mais j'étais dans tu sais, j'étais vraiment sur un chemin de camp d'entraînement avec full motivation. Mais Yohan, je sais que tu as une vie bien remplie, ta petite fille est jeune, t'enseignes aussi, fait que d'équilibrer tout ça. Faut que tu restes de bonne humeur aussi. Tu sais, faut pas que ta vie, ça soit absolument juste l'entraînement, même si c'est super important parce qu'à un moment donné, tu te brûles mentalement puis physiquement. Mais ça doit être difficile de garder. Si tu te sens déjà prête au combat-là, les 2 prochaines semaines vont être longues. Oui, je suis totalement en accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que j'essaie de bien distribuer mon temps entre mes entraînements, entre la famille, entre mon gym le soir, tous les cours que je donne avec les jeunes, mon équipe compétition que j'ai avec Académie Connexion. Comme j'ai 4 jeunes qui se battent le 14 mars, donc 2 semaines après mon combat en février. Fait que, mais là, je suis dans une belle équilibre. Tout va bien. C'est juste que, comme tu l'as mentionné, il faut que je sois en mesure de garder le feu à l'intérieur de moi. C'est pas un problème. C'est là que c'est important de, je pense, diminuer un peu mon volume, garder mon intensité, mais trouver du temps pour me reposer le plus possible là-dedans. Là. Le sourire est là, c'est ça qui est important. Exact. Le sourire est là. 28 février, de toute façon, on continue à suivre ça. Puis on va essayer de te changer les idées, nous autres, de te garder motivé, mon gars. Vous êtes gentils. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Je parlais, d'un gros menu et ça va y aller rondement. UFC 325, on revient là-dessus, bien évidemment. Plusieurs énormes performances, notamment cette victoire et cette défense de titre d'Alexander Volkanovski. Marc-André Barriault, le Québécois, est en action cette semaine. On l'aura en entrevue également un peu plus tard à l'émission. On va mettre la table pour le gala qui va se dérouler à l'Apex. C'est Mario Bautista contre Vinicius Oliveira en grande finale. Et plusieurs grosses nouvelles, que ce soit ici, chez nous, notamment concernant Samouraï, mais également à l'UFC. Des bonnes et des moins bonnes. On fait ça à la fin de l'émission. On retrouve Val et Yohan. Commençons par Alexander Volkanovski. Valérie, si tu le veux bien. On a décrit et analysé le gala UFC 325 ensemble avec Pat du côté de TVA Sport. Volkanovski, on peut vraiment pas lui reprocher grand-chose en fin de semaine. Une autre classe de maître, il a vraiment été solide. À 37 ans, il prouve qu'il est encore un champion de très, très haut niveau. Je sais Diego Lopez l'a peut-être laissé un peu sur notre appétit. Je sais comment tu as vu ça? Grosse performance de Volkanovski, contre-performance de Lopez, quelque part entre les deux? Un peu des deux.
Tu sais, Volkanovski, tant qu'à moi, a livré une performance presque impeccable. On voyait vraiment l'expérience dans son analyse du combat, son approche du combat. Même dans des moments plus difficiles, il était toujours comme 1-2 pas, tu sais, en avant de Lopez. Puis en même temps, Lopez, c'est une opportunité en or d'avoir une deuxième chance pour un combat de championnat. Je le disais avant le combat, faut pas qu'il essaie de faire un combat propre, un combat trop technique. Volkanovski a trop l'expérience de combat de championnat. Des combats de 5 rounds, tu vas te faire casser. Ce qui était fort de Lopez, c'est qu'il est capable de mener des guerres, de faire des choses qui sont spectaculaires ou moins prévisibles. Puis malheureusement, on n'a pas vu ça de Lopez. Il y a eu un méchant bon coup au 3e round. Le monde disait que Volkanovski avait glissé. Il n'est pas glissé. Il n'a pas glissé. C'est vrai. C'est un flash knockout. Puis c'est ça qui pourrait arriver avec le temps pour Volkanovski à l'usure. Il n'y a rien qui peut t'enlever l'usure de tous ces entraînements-là, ces camps d'entraînement-là de combat de championnat. À un moment donné, le menton va lâcher, le corps va lâcher. Mais la personne, tu ne l'enlèveras pas. Son intelligence, son fight IQ, tu ne l'enlèveras pas. Puis c'est vraiment ce qu'on a vu là. Volkanovski était vraiment sur la coche. Yoann? Je suis complètement d'accord. J'aurais aimé voir un Lopez différent du premier combat. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un copier-coller. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé. Puis tu te dis, ça n'a pas marché le 9 mois. Tu t'attends à quelque chose de différent, mais non, le gars dit, ça va être différent. J'ai appris mes leçons. Puis il arrive avec un plan de match similaire. En ayant fait 5 rounds contre Volkanovski, il y a sûrement certaines failles qu'il a trouvé une stratégie différente à essayer d'aborder pour le combat. Puis j'ai pas senti ça du tout. Puis comme Valérie l'a mentionné, une des forces de Lopez, c'est qu'il était capable de se tremper les pieds, permettez-moi l'expression, d'aller à la guerre, puis de vouloir échanger un peu coup pour coup, puis d'amener un combat un petit peu plus risqué. Tu sais, il l'a fait contre... il a bien fait contre Ortega, il a échangé, il a touché. C'est sa game. Il l'a fait contre Jean Silva, qui était super risqué et il a touché. Donc, malheureusement, j'ai pas senti un Lopez différent du premier combat. Puis je pense que c'est surtout ça qui a coûté le combat parce que on peut pas y aller stratégiquement parlant puis vouloir faire 5 rounds contre un Volkanovski. Là. Non, il était trop solide techniquement. Apparemment. Je dois être tellement déçu de je veux pas dire de sa performance, mais je pense qu'il doit être déçu de lui-même. Ben, je pense aussi quand il va revisionner ça, puis c'est ça, quelques erreurs stratégiques. Apparemment, je sais pas si vous avez vu, il se serait brisé les 2 pieds. Tu sais, t'as vu Valérie, tu te rappelles, il a pas été capable de sortir de l'octogone. Je me rappelle plus à quel round, mais c'était plus vers la fin. Ben, je pense que oui, là, parce qu'il a fait les 5 rounds quand même. Je sais qu'à la toute fin, il a eu besoin de l'aide de ses hommes de coin pour sortir. Mais il a fini ça à l'hôpital, apparemment 2 fractures au pied, donc c'est sûr que c'est difficile de pousser la machine quand t'es blessé, mais effectivement, tu portes à croire que c'est arrivé en fin de combat. Donc, il y a eu quelques moments, tu sais, à la fin du premier round, amené au sol, spectaculaire, belle projection. Il restait 10 secondes. OK, il gagnera pas le round avec ça, mais peut-être que ça va lui donner un petit momentum pour le deuxième. Non, pas du tout. Il a complètement abandonné cette stratégie-là de vouloir je vais reprendre revenir à l'exemple l'intérieur. de Yoann. Vas-y. Tu sais, contre Jean Silva, à mon avis, Jean Silva est un combattant, je ne vais pas dire plus dangereux que Volkanovski, mais en termes de faire passer un KO ou quelque chose que tu t'attends pas. Jean Silva, c'est plus... imprévisible. C'est moins imprévisible, exactement, imprévisible. Puis regarde ce qu'il a fait. Puis on dirait peut-être que Lopez, c'est ça qu'il a besoin, parce que s'il avait mené un combat de cette façon-là, il aurait peut-être créé plus la surprise. À mon avis, il aurait eu plus de chances de remporter la victoire. Mais regarde, c'est pas fini pour lui. Il est encore jeune, il a beaucoup d'expérience. Mais tu sais, l'opportunité de combat de championnat, à mon avis, contre Volkanovski, on oublie ça. 100%. La ceinture peut passer d'une personne à l'autre. Il va rester quand même dans les meilleurs combattants de sa catégorie. Mais là, c'est une grosse opportunité qu'il a laissé passer sur ses mains. On n'a pas de recul, effectivement, parce qu'on lui a donné quand même. Moi, j'étais parmi ceux qui disaient qu'il n'était pas nécessairement d'accord à le mettre là tout de suite, après ce qu'il avait fait contre Volkanovski la première fois. Tout de suite, rapidement, comme ça, lui redonner. Je me disais, OK. Puis là, je pense qu'il a laissé... Il a peut-être déçu aussi ses patrons dans une certaine mesure. Yoann, pour en revenir à Volkanovski, crédit à lui. Égale quand même José Aldo, 8e victoire en championnat à 145 livres. Donc ça égale le record de la catégorie. Puis là, pas près d'arrêter. Puis il mentionne Evloev ou Murphy. Les deux vont être en finale à Londres au mois de mars. Lui, il veut en découdre avec des gars de sa catégorie qui sont sur toute une séquence. Là,
invaincus les deux, Evloev et Murphy. C'est des bons duels en perspective. Ça va être un affrontement qui va tellement être intéressant, Murphy et Evloev. Puis là, on a vu Volkanovski dominant, tu sais, contre Diego Lopez, qui a fait 10 rounds. Là. Il a gagné ses 2 combats. Il a dominé Lopez. Il a gagné à peu près 8 ou 9 rounds sur 10 oui, dans ses 2 exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait ses 10 rounds, puis OK, oui, a reçu des coups comme n'importe quel combat, ça fait partie du plan de match, puis ça fait partie de la game, sauf que a vraiment été dominant, puis Lopez, on le voyait comme le futur champion. Donc, c'est sûr que lui va vouloir se tester contre du monde différent. Là, ça fait 2 fois qu'il affronte Diego Lopez. Là, voit Murphy puis Evloev qui sont invaincus, qui sont 9-0 à l'UFC pour Evloev. Et je pense 8 victoires, une défaite. Une nulle. Ah, une victoire, une nulle. Donc, tu sais, qui sont vraiment les premiers sur la liste. Fait que c'est sûr que pour Volkanovski, ça devient vraiment intéressant parce qu'il est en train de montrer sa notoriété comme l'un des plus grands, si ce l'était pas déjà après José Aldo. Mais là, de finir ça en battant Evloev ou Murphy, ça serait grandiose. Là. Ça serait vraiment grandiose. Bref, à suivre probablement plus tard cette année pour une autre défense de titre d'Alexander Volkanovski. Benoît Saint-Denis ne fait qu'une bouchée de Dan Hooker. Wow. Honnêtement, je vais commencer avec toi, Johan. Qui va arrêter Benoît Saint-Denis? Parce qu'il a l'air d'être en mission, ce gars-là. Là. Puis moi, je m'en attendais pas du tout. Là. Ah non? Je vais être bien honnête avec vous. Là. Pas que j'avais pas confiance à Benoît Saint-Denis, mais j'adore le combat debout de Dan Hooker. Puis on le sait, il y a des bonnes guillotines. C'est pas le meilleur lutteur, je suis complètement d'accord. Quand il se ramasse sur son dos, ça devient très difficile, comme on l'a vu. Par contre, Benoît Saint-Denis, les 2 premières minutes du combat ne semblaient pas là du tout. Là. Les coups de pied à l'abdomen de Hooker étaient là. J'ai une autre lecture de la situation, mais vas-y. Possiblement. Mais je sentais qu'il était très à reculons, qu'il était très hésitant. Mais ça, c'est ça, Benoît Saint-Denis. C'est qu'il nous démontre que il a une très bonne poker face, un peu hypocrite dans sa manière de combattre, puis au bon moment, va ouvrir les valves, puis il va trouver la manière de dominer le combat. Là. Val, qu'est-ce que tu as pensé de BSD? Moi, je suis curieuse de ce que tu vas dire que tu avais une autre lecture de ce combat parce que je suis d'accord avec Yohan Lennes. Je me rappelle, on regardait le début du combat, on se disait, qu'est-ce qui se passe avec Saint-Denis? Il était comme flat-foot, figé. Puis, tu sais, Yohan, on aime les deux, le combat debout. On a beaucoup de respect pour tout ce qui est la technique du combat debout. On triple, on est dans notre zone. Fait que c'est sûr que moi, Dan Hooker, j'adore son style. Il est très fort au sol, puis il est difficile à amener au sol. Quand il se fait amener au sol, souvent, c'est parce qu'il a décidé de se lancer dans une guillotine ou qu'il a décidé de laisser aller. Mais au niveau de la défensive des amenés au sol, il y a quand même un bon ratio de défense. Je pense que c'était presque 77%, je pense exactement, au niveau de la défensive. Mais, puis l'expérience. Puis toujours Saint-Denis, tu te demandes, c'est-tu un coup de chance comme Beneil Dariush? Ça finit en même pas 30 secondes. Tu sais, peux-tu dire que tu l'as vraiment battu? Dariush a tellement d'expérience, c'est un grand technicien, c'est un gars qui est brillant. C'est pas un vrai test. Là, tu l'as battu avec peut-être un lucky punch. Puis là, il y en a une couple comme ça qu'on pourrait parler de Saint-Denis. Mais là, il continue à passer des tests. Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé contre Hooker? J'avais l'impression qu'il était en train de se faire briser puis il se faisait faire mal au corps. Puis il se faisait faire battre techniquement. Puis dans son entrevue d'après-combat, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il expliquait qu'est-ce qui se passait dans sa tête. C'est ce que je soupçonne, c'est que cette personne-là a une force mentale. Ta petite voix intérieure, là, lui, sa voix intérieure est forte en tabarouette. Puis elle dit, écoute, ça va pas, ça marche pas mon affaire, ça marche pas comme je veux. Puis, tu sais, dans ce qu'il a dit dans son entrevue, là, dans les mots que je peux me rappeler, c'est « Hey, attends une minute, là, ça marche pas de cette façon-là, c'était peut-être pas mon plan, mais j'en ai plein d'autres outils. C'est pas vrai que je vais me faire battre comme ça. Je vais utiliser d'autres choses. » D'une minute à l'autre, il y a quelque chose qui a switché. Il a démoli physiquement, techniquement et mentalement Hooker, qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Puis ça, là, cet outil-là, c'est bien plus fort que beaucoup de choses à long terme. Ouais. Puis lui, il l'a déjà dans lui. Ben, tu vois, moi, c'est ça ma lecture de la situation. Vous dites qu'il était pas là en début de combat. Moi, je pense qu'il était tout là, dans le sens où il y avait son plan de match. Son plan de match, c'était de foncer, OK? Mais Dan Hooker veut pas qu'il y ait un gars devant toi qui va répondre, hein? Puis Dan Hooker, avec ses coups de pied frontaux, puis ses coups au corps, ses genoux, il a répondu avec ça. Donc, le plan de match de Saint-Denis, moi, comment je l'ai senti, c'est foncer droit devant. Ce gars-là, je l'amène au sol, coûte que coûte. Mais là, il y a eu des réponses. Ouais. Il y a eu des réponses. Ça marchait pas. Puis ça a fait mal, effectivement, Valérie. Puis ça marchait plus ou moins, effectivement, en début de premier round.
mais il n'a pas abandonné. Puis c'est là que je te dis que ce gars-là, et avec ce que tu as dit, c'est ça à 100%. Ce gars-là, l'ancien force spécial, il en a vu des affaires pas mal pires que... Un mental d'acier. Qu'un combat d'arts martiaux mixtes. Il est jeune, en plus. Il est jeune. Puis là, ce gars-là, il s'est dit, moi, ce gars, c'est pas vrai que je me fais battre par ce gars-là, puis je vais le battre coûte que coûte. Fait oui, il y a eu mal. Oui, il y a eu des coups de pied de Hooker qui ont sorti. Peut-être que ça l'a déstabilisé momentanément, mais il a trouvé une façon d'amener le combat dans son monde. Il y a eu plus de volonté que Dan Hooker. Puis Dan Hooker a eu beaucoup de volonté parce qu'il veut pas. Il était pris dans des soumissions assez solides. Ouais. On pensait que ça allait peut-être se terminer par soumission. Finalement, c'est du ground and pound. Mais moi, c'est ça. Saint-Denis, comme Val a dit, a trouvé une façon. La volonté, le plan de match n'était peut-être pas parfait au début de combat. Il y a eu la réplique de Dan Hooker était, disons-le, assez convaincante et solide. Mais ça l'a vraiment pas ralenti, puis il a continué d'avancer, puis serrer dans son mouthpiece, comme on dit, puis il a amené ça dans son monde. En tout cas, c'est ce qui fait d'un... Puis là, ces gars-là voient ça, ces autres... Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'on y lance, là? Il a reçu des coups de genoux dans la face, puis ça y a rien fait, là. C'est ce qui fait d'un combattant d'arts martiaux mixtes. Sa force, je trouve, c'est justement d'être autant versatile, de savoir que le plan A ne fonctionne pas, on peut aller au plan B, on peut lutter, aurait pu juste travailler contre la cage, lutter, faire du clinch, là, décider d'aller au sol, position montée complète, a détruit complètement Hooker mentalement, petit peu par petit peu. Par la suite, le combat aurait pu se retrouver debout, puis Benoît Saint-Denis aurait pu bien faire parce que le dommage était déjà fait du côté de Hooker. A décidé d'être plus conservateur, a gardé ça au sol, puis c'est tout à son avantage. Mais ça reste que ça a été tout un changement de plan, comme Valérie l'a mentionné, puis je trouve ça très impressionnant de Benoît Saint-Denis. Exact. Puis je vais en rajouter à ce que tu dis là, t'as raison. Johan, sur tout l'aspect technique, tu dis bon, ça marche pas, je vais essayer telle chose. Là, on parle de tout l'aspect technique. Mais au-delà de ça, je vais en revenir, mettons, à Lopez Volkanovski. Quand il n'y a plus rien qui marche, il y a toujours un combattant dedans de toi. Ouais. Make it ugly. Fais ça moins cute. Là, t'es en train de perdre le combat, là. Écoute, fais-en une bagarre de rue, fais-en ce que tu veux. Il n'y a plus de plan de match qui marche. Mets tout ça de côté, là, puis laisse juste ton instinct, mais il faut que tu l'aies en dedans de toi, là. Faut pas que tu restes sur le petit côté technique, là, ci, là, ça. Tu deviens un vrai combattant, à la limite, un combattant de rue, mais, tu sais, Saint-Denis a absolument ça en dedans de lui. Il a pas toujours fait des combats propres, mais même quand ça va moins bien, il y a quelque chose de très fort qui ressort en dehors de lui qui est au-delà de toute la technique de combat. Toute une performance, en tout cas, de Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, est-ce que c'est lui, finalement, notre premier champion? Il est maintenant au 5e rang, devant Paddy Pimblett. Donc, vous avez Topuria, Gaethje, Oliveira, Max Holloway. Tout de suite après, c'est BSD. Lui, il l'a dit, là. Ce que je veux, c'est soit le championnat ou soit la ceinture BMF. Les deux vont être en jeu au cours des prochains mois. Donc, ça va être intéressant. Puis Dan Hooker lui perd 2 rangs. Il est toujours dans le top 10, par contre, au 8e rang. On va terminer notre analyse de l'UFC 325 avec Mauricio Ruffi contre Rafael Fiziev. Ruffi avait besoin là, de retrouver ce chemin de la victoire. Il n'était pas sur une longue séquence. Là. Il avait perdu son dernier combat, mais c'est de la façon dont ça s'était passé, justement contre Saint-Denis au mois de septembre. Sans réponse après que le Français ait joué avec. Ça a duré 1 round et demi. A changé son entraînement. Je pense que ça a payé, Val, pour Mauricio Ruffi, aller s'entraîner du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Il a suivi Volkanovski dans son camp d'entraînement, peu importe où il allait. Puis j'ai vu un Ruffi plus posé. Premier round plus tranquille. Au début de combat, un peu plus tranquille. Fiziev dominant en début de combat et Ruffi n'a pas paniqué, n'a pas essayé de trop en faire. Puis quand l'ouverture s'est présentée, il en a profité. Il a été impressionnant, Valérie, le Brésilien. Là. Je sais pas si on peut donner ça tout à son nouveau camp d'entraînement parce que les outils étaient déjà là. Mais il y a quelque chose qu'on peut... tu sais, mettons, je compare encore avec le début du combat de Saint-Denis. Saint-Denis avait pas l'air en moyen... en contrôle de ses moyens dans les 2 premières minutes, puis il a trouvé une façon de briser ça. Contrairement à Ruffi, il n'a pas brillé au début du combat, mais il avait quand même l'air en contrôle de ses moyens. Il s'est pas fait toucher. C'est comme s'il a pris la position de « j'analyse, puis attends, je m'en viens avec mon plan ».
Puis ça, j'aimais ça. Je pense qu'il va avoir besoin de cette patience-là parce que ce gars-là, c'est vraiment comme un sniper. Il est hyper précis. Il n'a pas besoin de lancer 42 000 choses. Il n'a pas besoin d'aller nécessairement scorer au niveau des points. Cette patience-là va y apporter beaucoup en cours de carrière. C'est ça que City Kickboxing il a amené avec s'entraîner avec mais pourtant son équipe, il y en a du monde expérimenté là. Mais des fois c'est une écoute qui est différente. Mais écoute, il est arrivé avec une super belle approche, livré une super performance. Tu sais, Fiziev faisait techniquement tout à la perfection en début de combat. Ça fonctionnait bien. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur Roufi parce que Roufi a une bonne défensive, bouge bien, absorbe bien les coups. Mais tu sais, en début, on était comme pas sûr, OK? Puis où est-ce que Roufi va trouver le trou de son coup parfait? Parce que c'est ça qu'il cherche, lui. C'est son coup qui va passer le KO ou passer quelque chose de spectaculaire. Puis ça a démontré que, tu sais, avec la patience puis l'analyse, là, ça commence à devenir épeurant pour ses adversaires. Parce que même s'il fait rien, il en fait beaucoup au bout du compte. Même s'il fait rien en début de combat, je veux dire, il prépare son plan pour beaucoup. Il m'a fait penser beaucoup à Adesanya dans ses belles années. Dans les années où est-ce qu'il était beaucoup défensif, se déplaçait de gaucher, droitier, toujours un bon jeu de pied, jamais dans la zone dangereuse, se battait beaucoup à sa distance à lui. Aurait pas pu rentrer dans une guerre avec Fiziev parce que physiquement parlant, Fiziev aurait eu l'avantage parce que Roufi est fait beaucoup plus long. Donc, c'est vraiment, comme Valérie l'a dit, c'est à son avantage d'être beaucoup plus tactile, d'attendre les bonnes ouvertures. Puis, tu sais, on l'a vu, la précision a gagné sur le volume. Il suffit d'un coup bien placé pour Roufi. Ça a changé complètement. Ça a tout changé. Puis, tandis que Fiziev, lui, avait envoyé une panoplie de coups, des belles combinaisons, tu sais. Mais c'est ça, on a vu Roufi qui a été patient, qui a été très discipliné. Puis au bon moment, qui a touché la cible avec un coup qui a terminé le combat. Maintenant, au 9e rang, donc Mauricio Roufi. Donc, lui aussi, des belles choses qui l'attendent pour 2026. Pour Rafael Fiziev, on sait qu'il est très talentueux. Puis, je compare un petit peu ça à Dan Hooker parce que un très bon gars de boxe thaïlandaise en kickboxing et en Muay Thai. Rafael Fiziev est très, très, très solide, mais ça fonctionne plus ou moins bien par les temps qui courent. Affronte toujours l'élite, par contre. Là, il a affronté 2 fois Justin Gaethje, mais c'est 1-4 à ses 5 derniers combats. Une seule victoire depuis 2022. Donc, lui, il a écrit sur ses médias sociaux. Il dit, regardez, c'est pas la fin. Faut que je retourne à mes racines. Faut que je fasse mes devoirs. Il faut que j'aille au fond des choses, en fait, là, et que je trouve c'est quoi le problème. Je vais le trouver, je vais apporter des correctifs et je vais revenir. Donc, je suis pas trop inquiet pour lui. Demeure bien classé à 155 livres, mais dure défaite quand même pour Fiziev avec grosse victoire pour Mauricio. Oui, ça lui donne pas une super séquence. Hein. Non, exact. Même s'il reste haut dans les classements, mais c'est un excellent combattant. On veut pas qu'il devienne nécessairement un gatekeeper non plus. Un gros potentiel, mais il y a un mélange de malchance puis de dur combat. Avant de passer à notre prochain suivant, je vais juste mentionner très rapidement la victoire de Quillen Salkill contre Jamie Mullarkey. Salkill, un des préférés à Val, qui est 4-0 maintenant à l'UFC avec 3 victoires au premier round. Un Australien. Il avait fait une victoire tellement spectaculaire contre Nasrat Akparas avec un kick à la tête. Et là, nous revient avec une victoire par soumission. Nous démontre que son coffre à outils est très grand. Là. Top 15 à son prochain combat, Val. Il est rendu là déjà? Ben oui, ça prend ça. Mais j'en viens pas. Je pense qu'il a 26 ans en plus. Il a pas l'air de ça avec sa moustache puis son style, mais c'est sûr, là, moi, les combattants, les spécialistes de kickboxing, Muay Thai, puis en plus, c'est un bon lutteur. Il nous a montré dans différents combats, malgré que c'est un spécialiste de combat debout, on voit qu'il est fort au sol, puis aussi jeune que ça, c'est sûr que c'est quelqu'un à surveiller. Sky's the limit, comme on dit pour Quillen Salkill. Voilà pour l'UFC 325. Avant d'analyser en profondeur la carte de cette fin de semaine du côté de l'Apex, Marc-André Barriault sera en action cette fin de semaine. J'ai eu la chance de parler à Power Bar un peu plus tôt cette semaine. On écoute ça. Et oui, il sera de retour finalement cette fin de semaine du côté de l'Apex à Las Vegas, le Québécois Marc-André Barriault qui affronte Michal Oleksiejczuk sur la carte de ce samedi. On a le plaisir de s'entretenir avec Marc-André. Marc-André, bienvenue au SOS Podcast encore. Comment ça va? Là? Heureux d'être de retour après quoi? Un bon 6 mois là, au moins. Tu t'es pas battu depuis juillet. Oui, exactement. Non, c'est tout le temps le fun de revivre tout ça un peu là, ensemble. Après 16 combats, qui va être mon 17e.
je me rappelle toujours que, tu sais, je suis chanceux d'être ici. Je suis content d'être ici. Après toutes ces années-là, toutes les hauts, les bas que j'ai eus, justement, c'est l'expérience. Puis aujourd'hui, ben, je peux tout mettre ça ensemble pour, justement, là, tu sais, là, nourrir le feu en dedans de moi, là, tu sais, pour aller continuer ce qui me reste à offrir encore, là, tu sais, dans l'octogone. Là. Fait que je suis bien excité d'être ici de retour. Bon, 35 ans, bientôt 36, 18 février prochain, ton anniversaire. Comment tu te sens, là? Tu l'as dit, 16 combats dans l'UFC, superbe carrière, très long, parcours très long, carrière professionnelle quand même, là, qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années. Tu te sens un jeune 35 ou un vieux 35 en ce moment, mettons? Un sage 35 ans. OK. Je pense que, tu sais, veux pas, c'est sûr que ce sport-là amène un peu à perdre des plumes en cours de route. Tu sais, quand tu prends ton envol, j'ai toujours été quelqu'un justement qui a aimé prendre son envol. Je me suis déplacé Québec, je me suis emmené en Floride. Tu sais, j'ai jamais eu peur justement de me lancer, mais ça vient des fois avec des petits contre-coups. Mais tu sais, je suis pas quelque chose que je traîne avec moi. Je me sens pas que je suis obligé de voir ça comme un fardeau. L'excitation est toujours présente. Je suis content justement de me rappeler que je fais partie de la plus grosse organisation au monde. Puis d'être ici depuis que je suis arrivé hier, de me le faire rappeler aussi en voyant aussi des visages familiers, puis en me rappelant que je suis ici parce que justement je travaille fort, puis je donne tout le temps des bons combats, des bons spectacles. Donc tout ça fait en sorte là, que je me sens bien dedans de moi, puis que j'étais à l'écoute de moi. Ça a toujours été une de mes forces d'être à l'écoute justement. Puis pour ce qui est de l'enveloppe en tant que telle, c'est sûr, on prend de l'âge. Les matins sont des fois un petit peu plus rough pour se lever, mais j'ai mes bonnes routines, j'ai mes bons petits trucs là, pour me garder le plus fresh possible là, longtemps, mais je suis content d'être ici. Ben, je regardais ton dernier combat, je l'ai revisionné hier. Ton combat contre Shara Bullet du côté d'Abu Dhabi, puis je te trouvais tellement en bonne forme physique. T'as toujours eu un cardio, là, mais je crois que musculairement, tu avais l'air bien et tout ça. Puis là, je me demandais, évidemment, tu t'entraînes dans un des meilleurs gyms de MMA au monde, le Cliff MMA. Est-ce que tu sens que physiquement, t'es encore au sommet de ton art, puis on sait que bon, les méthodes d'entraînement évoluent, les connaissances également évoluent. Physiquement, là, à ce stade de ta carrière, est-ce que tu te sens quand même encore au sommet? Définitivement, je pense que le fait aussi de focuser sur la qualité au lieu de la quantité, depuis la dernière année, surtout, depuis ma blessure à la cheville là, que j'avais subie à Edmonton, ça m'a amené à revoir un peu la perception des choses. J'ai plus besoin de me prouver là, dans le gym au quotidien, d'aller faire des guerres de sparring qui comptent même pas au final. Puis en place, je suis mieux de prendre les effectifs que j'ai besoin, puis de me donner justement là, la chance de pouvoir évoluer. On sait que je suis tough, je sais que je suis capable de donner des gars, je suis capable d'en prendre, mais ça, c'est quand ça compte, quand ça paye, c'est ça l'important, il faut que ça sorte. Le reste du temps, c'est de garder justement là, une belle conscience là, à travers tout ça. Puis justement, comme tu as dit, d'utiliser les méthodes, les méthodes de récupération. Je suis beaucoup fort là-dessus depuis 1 an ou 2, je dirais. Là, je me laisse le temps si j'ai besoin de sauter une journée, je me sens pas mal. Je fais de la récupération active. Je me suis équipé à la maison pour avoir des outils justement pour maximiser ma récupération, bien me sentir. Travailler ma tête aussi dans d'autres volets, pas juste entraînement, combat. Puis c'est sûr quand il y a un combat de prévu, on est vraiment plus focus là-dessus. Mais au quotidien, je veux me garder aussi vivant dans d'autres aspects. Mais non, tout va bien. Je suis toujours dans une bonne forme. Je pense qu'en fin de semaine, dans l'octogone, vous allez le voir. Pour un gars de 35 ans, je suis bien mature là, justement dans mon physique. Toujours fait le poids, fait que je compte bien continuer de se lancer là. Je me sens pas désavantagé dans ma catégorie de poids. Je sens que j'ai ma place. Puis je suis content de pouvoir justement la porter encore une fois là, pour les fans. On va parler de Oleksiejczuk, oui, dans 1 minute. Mais je veux revenir sur ton combat contre Shara Bullet parce que évidemment, c'est une défaite, mais un combat de la soirée, tu as livré toute une guerre, puis tu as failli le terminer au 2e round aussi. Là, ça suivait un chaos spectaculaire à Montréal en mai. Est-ce que tu dirais que 2025, y compris cette sortie-là contre Magomedov, qui, moi, je considère était positive, est-ce que tu es fier de ce que tu as offert dans la dernière année, particulièrement à Abu Dhabi? Oui, 100%. Sachant que 2024 avait été une année difficile pour moi. Avec les revers, la blessure, les petites remises en question. Donc,
quand j'ai abordé le combat à Montréal, justement, avec une attitude un peu de, tu sais, j'ai rien à perdre de plus. Puis, tu sais, on savait, c'était mon dernier combat sur mon contrat. Puis, tu sais, je m'étais juste laissé aller dans tout ça. Puis, ça m'a permis de réouvrir une autre direction dans ma carrière, justement, pour pouvoir, justement, m'exprimer avec toute ma maturité, l'expérience. Fait que c'est ce que je suis en train de faire, là, justement. On l'a vu à Abu Dhabi avec un adversaire de taille comme Sharov. Veut pas, ça a été une guerre psychologique aussi les jours avant d'être autour de lui, l'environnement. Il y avait quelque chose de spécial un peu qui tournait autour de ce personnage-là. Puis de l'avoir devant moi dans l'octogone pendant 3 rounds de 5 minutes, tu sais, c'était quand même impressionnant, mais je me suis rappelé que j'avais les outils, justement, moi aussi, c'est pas pour rien que j'étais là, là. Il y avait une raison pourquoi j'étais là, même si c'était pour me faire battre ou perdre ou whatever. J'avais des choses que je peux aller chercher. Puis je me suis assuré d'en prendre le maximum, de retirer le maximum. Contrôler ce que je fais contrôler. C'est sûr que ça aurait été le fun de le finir. Mais au final, je suis sorti de là, tu sais, la tête haute. Puis c'est sûr, avec le bonus, tout le kit, ça a tout confirmé justement que je suis à ma place. Puis là, quand je suis avec le UFC, c'était pour continuer là, tu sais, à me convoquer pour des bons combats. Puis pour ce qui est de Holly Chuck, c'est parce que je sentais que c'était un gars qui faisait du sens à ce moment-là. Là. Ouais, exact. Vous avez des parcours un petit peu similaires. Lui aussi a connu un passage à vide depuis qu'il s'entraîne avec les Fighting Nerds de retour. C'est une renaissance pour lui, le 2 victoires au premier round de suite. Donc, ce sera pas un combattant facile. Toi, t'es jamais un client facile non plus. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui regardent la carte de samedi puis qui se disent, OK, il n'y a pas d'enjeu nécessairement de classement pour votre combat, mais potentiel combat de la soirée, là, c'est ça à quoi tu t'attends samedi? Un peu ça que je suis rendu à focuser dessus. Tu sais, les classements, le ranking en tant que tel, c'est pas tant mieux si ça vient en temps et lieu, mais pour ce qui me reste à faire, à livrer dans l'octogone, là, tu sais, pour les prochains temps, moi, je veux vraiment aller avec des combats excitants, justement, qui m'excitent moi en partant, que je sais que le UFC vont me donner parce qu'ils savent que je vais livrer la marchandise. Tu sais, j'ai pas envie d'avoir des gars qui vont essayer de se faire un nom sur moi, un nouveau qui vient d'arriver ou quoi que ce soit. Donc, j'ai un petit peu j'ai devancé ça un peu, puis j'étais allé à la pêche. C'est un bout que j'avais les yeux sur ce gars-là. Je le voyais aller un peu, puis je trouvais que, justement, un peu comme moi, gagne-perd, sensiblement un style, justement, il avance vers l'avant, il aime se mettre de la pression, il a l'air d'avoir un bon power. Donc, je me dis, c'est sûr que c'est un win-win, ce combat-là, définitivement. Puis, quand j'ai lancé l'hameçon, ça l'a mordu, lui, les fans, puis le UFC. Donc, je dis, regarde, j'étais pas fou de penser ça non plus. Donc, on est là à 3 jours de pouvoir justement confirmer là, que ça a été une bonne chose. Puis, ben, c'est sûr qu'avec l'arrivée des nouveaux bonus, là, c'est toujours le fun de savoir un combat qui a l'envergure de peut-être apporter ça encore une fois. Donc, je suis bien excité. T'étais content, toi, quand ils ont annoncé ça, hein, les 100 000 au lieu de 50 000? Ouais, c'est sûr que c'est juste les petits incitatifs. Tu sais, chaque personne qui fait un finish a 1000. Tu sais, je pense qu'on était rendu là, tu sais, pour plus étaler un peu les bonus à plus de monde qui ait la chance. Des fois, tu voyais ça, tu sais, plus sur les combats principaux, les combats de finale. Là, c'est comme les gars font déjà des bonnes payes. Tu sais, essayer un peu plus de distribuer ça à tout le monde. Puis on est là, fait que je suis content de pouvoir avoir accès à ça là, tu sais, pour le temps qui me reste là. Premier combat à l'Apex depuis 2022. Tu t'es battu dans des grosses amphithéâtres dernièrement, souvent sur des galas de télé à la carte également. Puis on sait qu'à l'Apex, bon, l'atmosphère est différente. L'octogone aussi est plus petit, un petit peu. Je sais pas, est-ce que ça fait une différence pour toi de te battre à l'Apex versus un Centre Bell ou ailleurs dans le monde, dans des gros amphithéâtres? Ouais, l'Apex, c'est sûr que, tu sais, sachant j'ai commencé là quand c'était la pandémie, la première fois que j'ai donc, tu sais, c'est spécial de voir. Tantôt, je suis allé voir mes entrevues justement là-bas, puis il était en train de monter l'octogone. Parce que là, à ce temps, ils font la boxe aussi. Fait ouais. Beaucoup de mouvements, là, puis il y a des estrades. Ça a beaucoup changé. Là. Je pense qu'il va y avoir comme au-dessus de 1000 spectateurs et plus qui vont être là en rotation. Mais j'étais content de revenir dans les bureaux du UFC, justement, là, revoir tout ça. J'ai vécu tout ici, là, les bons, les moins bons. Je sais que c'est un environnement qui est propice à pouvoir, justement, là, la petite cage, forcer l'action. Je suis pas un gars qui va se sauver, je suis pas un gars qui va me sauver, mais j'ai l'intention d'utiliser justement mon athlétisme, là, puis mon jeu de pied, puis est obligé de crasher dans lui. Là, on sait, j'aime le clinch, il va le savoir. Probablement, que c'est ça. Donc, le laisser venir à moi un peu, il va l'amener le combat. Donc, je peux le faire mûrir un petit peu. Puis quand ça va être le temps, on l'accroche puis on fait ce qu'on a à faire.
Mais je sais qu'il est là pour se battre jusqu'à la fin. Il l'a démontré auparavant. Il est dangereux au premier round. Donc, c'est à moi d'être alerte. Puis, j'ai bien l'intention, justement, d'être intelligent, là, d'ouvrir quand ça va être le temps. Justement, de te laisser partir, je veux conclure ça peut-être plus largement sur ton avenir. 17e combat à l'UFC, je le répète. Ça fait 12 ans que tu as tourné pro sur la scène québécoise. Donc, une longue carrière également. Ton niveau de motivation présentement, puis tes objectifs d'ici la fin de ta carrière, Marc-André, ça serait quoi? C'est drôle parce que avant que je te parle, j'avais appelé ma femme tantôt, tu sais, puis elle me demandait, bon, comment est-ce que tu te sentais de te plonger dans tout ça. Puis je suis pas immunisé à certaines affaires, je donne juste un peu moins d'importance un peu à ce que, oui, avant, ou des nouveaux viendraient ici qui verraient tout ça comme des wow. Tu sais, comme là, ce matin, je me suis même dit à moi-même, OK, Marc, essaie tu sais, excite-toi, mais comme garde-toi toujours sur ton X à toi, tu sais, je te donnerai d'en faire trop. Je sais qui je suis un gars qui conserve son énergie, mais quand c'est le temps, je la propulse. Mais il faut que ça soit le bon temps, puis ça va être le temps justement dans l'octogone. Donc, c'est ça. J'ai encore le goût d'être ici. Tous ces petits repères-là me confirment que j'aime être ici. Je veux continuer. Mais j'aime aussi mon petit temps tranquille que j'ai commencé à travailler sur le côté, bâtir justement ma petite vie tranquille en Floride, mes affaires. C'est sûr que, tu sais, pour la suite des choses, moi, je veux trouver quelque chose qui va me garder stimulé. Tu peux pas demander à un athlète du jour au lendemain de se tasser puis de plus rechercher cette adrénaline-là, tu sais. Fait que je sais que je vais avoir des choses qui vont s'offrir à moi à un certain niveau. J'ai le côté alimentaire, la bouffe, la cuisine qui a toujours fait partie, là, tu sais, de mon après-carrière dans ma tête que je vais probablement exploiter. Donc, on va regarder ça, mais pour l'instant, je suis motivé, je suis à la bonne place. Je pense que ma sagesse aussi d'expérience arrive au bon moment, justement, pour pas dépenser l'énergie inutilement dans toutes les choses qui sont pas importantes. Même tantôt, je fais de mes entrevues. Je pense que je suis plus stoïque un peu dans ma façon aussi d'aborder les affaires. Ça vient avec l'âge, la maturité, puis l'expérience. Là, j'ai roulé avec les coups depuis 12 ans, comme tu dis. Donc, à un moment donné, il faut que ça apparaisse aussi en quelque part, là. En tout cas, on n'est pas tanné de te voir combattre. C'est toujours ultra divertissant. Toujours un plaisir également de te parler, Marc-André. Merci énormément. Très, très hâte de décrire ton combat cette fin de semaine contre Michal Oleksiejczuk sur les ondes de TVA Sport. Marc, je te dis bonne chance et on se reparle bientôt. Ciao. Tout le monde. Merci, Ben. Alors, merci à Marc-André d'avoir pris le temps. On le sentait, Val et Johan, heureux, fébrile à l'idée d'être de retour quand même depuis juillet dernier, là, qui a pas combattu. Revient d'une défaite, mais a passé proche de terminer ça au deuxième round contre Sharapouldine Magomedov, qui est très, très fort quand même. Donc, vous l'avez entendu, là, quand même des bonnes sensations pour Marc-André Barriault à l'aube de ce combat-là contre Michal Oleksiejczuk. Deux gars au profil un peu semblable aussi. Ouais. Mais Johan, je vais commencer avec toi peut-être. Oleksiejczuk, ce sera pas un client facile parce que 2 victoires de suite au premier round. Renaissance un peu de carrière pour lui, là. Oleksiejczuk, 2 victoires faciles, oui, mais Cédric Dumas, Gerald Meerschaert, c'est des très bons combattants, mais c'est pas l'élite que Marc-André Barriault a affronté. Marc-André Barriault a regagné son contrat en battant Da Silva à Montréal, a tout de suite accepté un combat contre Magomedov chez lui rapidement, a pas hésité. Marc-André Barriault, c'est un gars qui prend des risques constamment. Il s'est battu contre les meilleurs, Hernandez, Pfeiffer, Chris Curtis. Donc, tu sais, pour moi, c'est un combat qui est très intéressant pour Marc-André Barriault parce que oui, les deux se ressemblent, mais c'est pas Michal Oleksiejczuk, c'est pas un très gros 185 livres. Marc-André Barriault s'est battu contre des gars beaucoup plus imposants, qui frappent beaucoup plus solides, et les deux vont vouloir rester debout. Le clinch de Marc-André Barriault, avec les coudes, les uppercuts, son dirty boxing un petit peu, je pense que c'est un combat qui peut l'amener premièrement, ça va être un très gros combat, c'est certainement, mais je pense que ça peut l'amener à faire une grosse performance, ce combat-là. Val, t'as pensé quoi des propos de Marc-André, puis potentiel combat de la soirée, là, en fait? Puis c'est ça qu'il recherche aussi, Marc, à ce statut de sa carrière, là. J'ai pensé beaucoup de choses après avoir écouté l'entrevue de Marc-André. C'est sûr que je me revois aussi, là, il y a quelques années, mais Barriault, je l'envie avec l'expérience qu'il a dans l'organisation. C'est son 17e combat. Ouais. Il commence à atteindre une certaine zone de confort qui prend du temps. Ça prend tellement d'expérience. C'est son 17e combat dans l'organisation. Il comprend plus où sa place. Il s'est enlevé beaucoup de pression, justement,
classé, laisse faire les classements. Je t'apprécie pourquoi, moi? Écoute, il était à la limite de son combat de son contrat quand on l'a vu combattre à Montréal. Regarde ce qu'il nous a livré comme performance. Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de lui. Elle dit, hey, moi, c'est là-dedans que je suis bon. Puis c'est ça qu'on s'attend de moi. Puis là, avec les bonnies qui ont été augmentés, bonnets de combat de la soirée de performance, maintenant, on passe de 50 000 à 100 000 pour, si tu termines ton combat avant la limite, par soumission, par KO, on rajoute 25 000. Pour un gars comme Barrio, de ce profil-là, c'est tellement positif, ces changements-là. C'est positif. C'est sûr que les salaires ont augmenté, mais tu sais, c'est une grosse différence, là. C'est tout le temps les champions ou en combat de championnat que tu faisais ton argent. Tu continues à faire des combats impressionnants puis spectaculaires. Tu sais, Justin Gaethje, bon, il est champion intérimaire, mais je veux dire, tu sais, il y en a plein. Dustin Poirier il a été champion intérimaire aussi, mais c'est tous des gars qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont fait une méchante belle carrière. C'est des noms qu'on n'oubliera jamais. Puis je pense que Barrio, il a comme tourné ça dans sa tête, dire, moi, c'est là-dedans que je suis bon, puis il a compris qu'il voulait avoir du fun là-dedans. Tu sais, j'ai revisionné son dernier combat aussi contre Chara. Il est entraîné par une équipe qui a tellement d'expérience. T'sais, on parlait là, des anciens Blackzilians qui ont changé de nom maintenant, qui sont rendus Cliff, mais ces entraîneurs-là, les combattants avec qui ils s'entraînent, ils ont une structure qui est exceptionnelle. Puis tu regardes la base de Barrio, on voit que c'est un combattant d'expérience. Juste la façon qu'il coupe l'octogone. Des fois, on analyse des combats, moi puis Patrick Côté, puis on se fâche à regarder des combattants qui ont de l'expérience, puis il y a des affaires de base. C'est pas c'est quoi une garde, t'es sur ton dos. Tu sais, il y a des trucs couper l'octogone, t'attends ça, c'est les premières choses que t'apprends. Barrio fait ça de façon impeccable, son physique a changé, tu vois que sa récupération, il a comme tout mis ça ensemble, c'est enlevé beaucoup de pression au niveau des classements, puis là, trouve sa place, puis je pense qu'il va être capable d'avoir du fun, moins impressionné aussi par la machine de l'organisation. Yohan, tu l'as connu, tu sais comment c'est gros. Ouais. C'est intimidant, l'UFC. Ça prend beaucoup de combats avant que tu rentres dans les grandes pièces, dans les grandes réunions à la pesée, tu te sens comme une fourmi au début. Puis après 17 combats dans l'organisation, imagine, tu sais, la chance que Marc-André Barrio a d'avoir acquis cette expérience-là, puis de tomber comme dans cette zone-là, t'es vraiment un des anciens, là, t'es les vrais de l'organisation. Puis c'est ça que je vois de son entrevue. Je parle beaucoup, mais moi, écoute, je suis super contente pour lui. Puis ce gars-là, il a un bel avenir dans l'organisation, puis on voit qu'il a un bel avenir par la suite, parce que sa tête est à la bonne place en ce moment. Je pense qu'il va avoir beaucoup de plaisir, puis c'est un bon combat qui va bien le faire paraître exactement à sa bonne place. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, puis tu sais, pour faire une parenthèse face à ça, moi, quand j'ai été m'entraîner avec lui il y a 2 ans, en Floride, à Kill Cliff, il y avait des gros noms, là. Il y avait Gilbert Burns était là, dans le temps, Robbie Lawler était là. Chandler, lui qui s'est battu contre Ian Gary. Ian Gary, récemment, puis ils disent qu'il a pris sa retraite, qu'il s'est fait couper du top 15, là. Covington ou Shavkat Rakhmonov. Ouais, tu sais, puis Ian Gary était là, puis name it, exact. Il y en avait une panoplie. Puis Marc-André Barrio avait sa place dans la cage. Puis on le sait, comme si tu t'entraînes puis que tu vas dans la cage, c'est que tu fais partie des gros noms, tu sais. Puis lui, il est arrivé là, il a dit salut à tout le monde. Il a monté dans la cage avec 2-3 de ces gros noms-là que je viens de vous nommer. Puis tu sais, le reste des gars s'entraînent plus sur les tapis. Mais tu sais, moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, Marc-André, avec le temps, il a gagné son respect parmi tous ces combattants-là qui sont dans le top 10, dans le top 5. Tu sais, Marc-André s'entraîne avec ces gens-là, mais plus que ça, c'est lui qui a l'espace dans la cage. Fait que juste pour ça, c'est beaucoup de respect. Puis comme tu l'as mentionné, Valérie, là, clairement, on le voit qu'il se sent à la maison maintenant à l'UFC. Puis pour avoir été là à 4 ou 5 combats, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est une très grosse machine, l'UFC. On lui souhaite bonne chance. En tout cas, il est fébrile, il a hâte. Il le sait, là, la fin est plus proche que le début, là. Il va avoir 36 ans dans une dizaine de jours, le 18 février quand même. Donc, mais il veut donner. Puis il en est conscient. Puis Val, j'ai ressenti exactement la même chose. T'sais. Dis ce qu'il a en tête. Il dit, moi, j'en veux plus des petits genoux. Ça, j'aime ça quand il a dit ça. Moi, j'en veux plus des petits jeunes qui vont se faire un nom sur moi. Je veux affronter d'autres vétérans. Puis je veux qu'on s'entende pour dire,
on va donner une guerre puis on va aller chercher un boni. Je suis plus gêné de le dire, de dire c'est ça que je veux faire dans l'organisation. Puis ce qui va me rester de temps à donner aux fans, je veux leur donner du Marc-André Barrios. Ça veut dire quoi? Des guerres, puis essayer de causer des surprises, essayer de causer du chaos contre des gars, puis essayer de battre des gars que je suis pas supposé de battre. Ce qu'il a fait pendant pas mal sa carrière. Puis même les gros noms que tu as mentionnés, où il y a eu des gros chaos. Il y a eu une séquence vraiment difficile où il y a eu des gros chaos rapides, tout ça. Mais il y a eu des défaites où, notamment celle contre Shara Bullet, où il a été très impressionnant. Il a été pas mal meilleur que la plupart des experts s'y attendaient. Donc, c'est ça, Marc-André Barrios. Puis Oleksiejczuk, tu l'as mentionné, mais ça peut potentiellement être un combat de la soirée. Tu sais que la danse va bien se faire. Tu as un bon partenaire de danse pour livrer un bon combat. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est sur la carte. On vous présente ça d'ailleurs en intégralité, ce gala-là, sur nos ondes, 18h samedi sur TVA Sport 2. La finale, c'est Mario Bautista contre Vinicius Oliveira. Bautista est 9e chez les coqs. Oliveira est 11e. Johan, peut-être techniquement, ce combat-là. Moi, j'aime beaucoup Bautista, qui, avant d'affronter Umar Nurmagomedov, était sur toute une séquence. Là. Moi, il me faisait un peu penser à Ayman Zahabi. Les deux se suivaient dans les classements. Les deux avaient des longues séquences. Pas nécessairement les combattants les plus spectaculaires, mais très, très bon boxeur, très, très bon combattant complet, surtout en combat debout. Ouais. Là, il affronte Oliveira, qui, lui, est sur 6 victoires de suite. Qui avant était connu pour sa force de frappe puis ses victoires spectaculaires, mais lui aussi est capable d'échanger puis aller chercher des décisions quand il y a besoin. Donc, combat relevé. Là. Un combat très relevé. Là. Mario Bautista, comme tu l'as mentionné, 16 victoires, 3 défaites, mais 7 décisions là-dedans. Donc, oui, c'est un combattant qui est durable. C'est pas un combattant qui est nécessairement spectaculaire. Ce qu'il fait, il le fait bien, capable de se battre debout, capable de se battre au sol. Là où j'adore Vinicius Oliveira, 23 victoires, 3 défaites, 16 KO. C'est quelqu'un qui cogne extrêmement fort. C'est un gros combattant. C'est un combattant qui est arrivé à 163 livres mercredi de cette semaine. Donc, en ce moment, pour la semaine de combat... Il se bat à 135. Il faut qu'il fasse 136, en fait. Exactement. Donc, c'est immense le poids qu'il va avoir à couper. 30 livres, presque. Donc, dans l'octogone, il va être tellement imposant. Et c'est là qu'un Mario Bautista, avec 6 soumissions, a seulement 3 KO. Donc, peut-être un petit peu plus à l'aise au niveau de la lutte, au niveau du jiu-jitsu. Ça peut être dangereux. Quand tu te bats contre un combattant qui est aussi gros, aussi imposant que ça, Vinicius qui frappe extrêmement fort, je vois le combat aller à son avantage et sur une belle lancée. Pour moi, c'est un des plus beaux prospects qu'on a à 135 livres. Là. Valérie, ce que je remarque, moi, de Oliveira, par contre, c'est que c'est un gros saut en compétition. Il n'a pas affronté des gars dans ces belles séquences, des gars de la trempe de Mario Bautista qui est dans le top 15 des 135 livres depuis un bon moment déjà. Là. Mais absolument. Puis je pense que c'est son 5e combat dans l'organisation. Ouais. Mais c'est parce qu'il livre des combats spectaculaires. Puis je pense qu'il y en a 2 avant la limite là, à l'UFC. Bon, beaucoup de combats avant la limite, avant son arrivée dans l'organisation. Mais mettons 2 par décision puis 2 avant la limite. Mais c'est surtout son style de combat qui est spectaculaire. Tu sais jamais ce qui va te sortir. Et quand il a les mains basses, il se promène puis il fonce dans n'importe quoi. C'est absolument pas un combattant au niveau technique qui est facile à affronter. C'est un combattant qu'on va aimer voir. Bautista est beaucoup plus un grand technicien, est plus outillé, est beaucoup plus discipliné. Ses derniers combats demandaient énormément de discipline contre Umar Nurmagomedov, même son combat contre José Aldo. À un moment donné, il faut que tu gardes ton sang-froid pendant 3 minutes à toutes les secondes. C'est un gros test pour Oliveira. Il peut nous sortir quelque chose de spectaculaire. Je pense que si Oliveira gagne ce combat-là, ça va être par KO ou par soumission. Sur l'aspect technique, Bautista est beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus outillé. Mais si Oliveira passe ce test-là, vient de passer un grand test parce que là, Bautista affronte des aspirants champions ou des anciens champions du monde. On parle de top niveau. Pour moi, Umar Nurmagomedov, c'est un futur champion dans ma tête. C'est écrit dans le ciel. Ce gars-là, c'est sûr qu'il va devenir champion à un moment donné. Puis, il a livré quand même un bon combat. Le Pachimix, c'était pas... C'est un peu dur d'évaluer, ouais. On n'en parlera pas on parce n'est que pas c'est sûr si on veut vraiment le nommer pire son combat nom en carrière de Pachimix. Ouais. Mais moi, j'avais beaucoup d'espoir puis j'étais très déçue. Ouais. Mais je veux dire, si on regarde les derniers combats de Bautista, c'est un grand technicien, c'est un gars qui a un bon fight IQ.
Et puis, Oliveira peut nous apporter une surprise. C'est sûr que ça va donner un combat intéressant. Ouais, c'est un bon choc de style, c'est ça. Le technicien contre le gars explosif, ça peut être très intéressant. Amir Albazi en demi-finale contre Kyoji Horiguchi. Numéro 6, Albazi à 125 livres contre Horiguchi qui est 8e. C'est une division. Les poids mouches, 135 livres. Une division, et tu le disais, là, Valérie, un petit peu... Elle est intéressante, la division. Puis le gagnant du combat dans la fin de semaine se place... dans tout cet écosystème-là, Sean O'Malley qui a retrouvé le chemin de la victoire, un nouveau champion Pietarian, Merab, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va revenir rapidement? Omar qui est toujours là. Bref, c'est une division intéressante. À 125 livres, même affaire, le nouveau champion, Joshua Van, on ne sait pas quand est-ce que Pantoja va revenir. Là, Kyoji Horiguchi, lui, il est revenu à l'UFC pour une chose. Il était à l'UFC au début des années 2000 jusqu'à 2015. Il a même affronté Demetrius Johnson. Il est allé au 5e round avec lui, c'était à Montréal en plus. Il est parti, connu énormément de succès en Asie, est devenu champion à 125 livres et à 135 livres chez Ryzen. Et là, revient à l'UFC, lui, à 35 ans, juste pour une chose, c'est obtenir un combat de championnat. Donc, Ryzen, Shooto, Bellator. Bellator, c'est ça. Okay. Ça, c'est des grosses organisations. En Asie, c'est sûr que, bon, l'UFC, on n'en parle pas parce que c'est pas des organisations qui veulent vanter. Moi, je suis quand même très près de Mike Brown, qui est son entraîneur. Je me suis entraînée avec Kyoji. Ah oui? L'UFC, justement, sur lequel il s'est battu, je me battais sur cette carte-là j'allais dire en 2025, en 2015. Hein? 2015, c'est ça. On retourne un petit peu en arrière, mais c'était sa seule défaite dans l'organisation. Écoute, je viens de voir, là, il y a juste 35 ans. Ça fait juste me faire réaliser à quel point il était jeune. C'est le gars le plus discipliné, maudit qui est fort, ce gars-là. C'est incroyable. Il est gros comme une mouche. Il grossit jamais. Il est toujours ça coche. Il est rapide, il est bon à tous les niveaux. Je vous dis, tu sais, Mike Brown, vous le connaissez de American Top Team, il en entraîne du monde, donc Egla Harrison, name it. Je pense que c'est son combattant préféré. Ah oui, hein? C'est lui, là. Puis, je suis allée manger avec lui. Il le tient en très, très haute estime. Juste avant qu'il fasse son retour à l'UFC, puis il était bien insulté d'où est-ce qu'on le mettait sur la carte. Bon, il est allé chercher un bonnet de performance assurée pour ce combat-là, mais... Selon lui, c'est comme attendez le retour de Kyoji. Tu sais, je pense que le monde ne le voit pas à la hauteur de peut-être que moi je le vois. Bon, Amir Albazi, ben là, écoute, en plus, c'est un gros retour pour lui. Là, ça fait depuis 2024 qu'il s'est pas battu. Ouais, ben lui, c'est les blessures. C'est un grand technicien, un Albazi, super c'est bon les blessures. Boxeur. Moi, j'ai l'impression que ça va aller vite pour lui. Ah ouais, à son retour. Ça, c'est mon mais tu vois, c'est pour ça qu'on aime ça avoir Valérie avec nous autres. Tu sais, tellement de bons des insides, là, des références de gym, là. Tu sais, tu connais bien, effectivement. Puis tu es encore tellement plugué. Ben, je les connais pas toutes, mais. Non, mais tu sais, c'est le fun de voir. Tu sais, c'est vrai, j'avais pas partout réalisé que Horiguchi venait d'American Top Team, puis tu l'avais. Puis j'avais même oublié le fait que tu t'étais battu sur cette carte-là et tout ça. Donc, c'est ça. Moi, j'avais peur de m'entraîner avec lui. Ah ouais, hein? Ça allait vite pour toi aussi. Ça que ça allait vite. Vous étiez le même poids. Il était 125 livres chez les gars. Tu étais 125 livres chez les filles. Johan, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Je trouve ça très intéressant. Là, Horiguchi, 35 victoires, 5 défaites. C'est une fiche incroyable. Là-dessus, il y a 15 KO. Et de l'autre côté, 14 décisions. Donc, ça montre que le combattant est spectaculaire, peut terminer les combats, mais est aussi en mesure de pouvoir aller à la limite. Puis ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que de l'autre côté, on a Amir Albazi qui, lui, est 17-2 et qui a jamais été mis hors de combat. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça va donner un combat... Ça va donner soit un combat super technique où les deux vont se rendre à la limite, ou peut-être que Horiguchi va être en mesure de terminer pour la première fois Amir Albazi. Ça va être intéressant en tout cas. Puis, comme je le disais, combat important. Il y a Jailton Almeida qui affronte Rizvan Kouniev sur cette carte. Rizvan, oui, Kouniev chez les lourds. Et Jean Matsumoto contre Farid Basharat. Ça, c'est deux bons espoirs. Ouais. Chez les poids coqs encore. Matsumoto, 17-1. Sa seule défaite, c'est une décision partagée contre Rob Font. Et Farid Basharat, 28 ans. Il est 14-0, dont 5-0 à l'UFC. Donc, deux gars à surveiller sur la carte de cette fin de semaine. Je vous le rappelle, en plus de Marc-André Barrios, tous ces combats-là en intégralité sur les ondes de TVA Sport 2 dès 18h ce samedi. On termine l'émission avec les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. The Champ is back. C'est la publication qu'a fait Ilia Topuria juste avant qu'on débute l'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça, Val et Johan. Mais Topuria, tout semble
tout semble pointer vers un retour plutôt que tard. Il a même dit dans une réponse à un internaute, entre avril et juin, il aimerait revenir pour affronter Justin Gaethje. Ça laisse supposer que tous ces problèmes avec sa conjointe ou son ex-conjointe, problèmes juridiques, c'est derrière eux, ça aurait été réglé. J'espère qu'il va pouvoir revoir ses enfants. C'est un peu ça aussi l'enjeu de tout ça. Mais Val, de revoir Ilia Topuria, parce que ça aurait été plate d'être privé d'un aussi beau talent pour une longue période. Là. Ben là, tu me l'apprends. tu me prends par surprise, mais c'est une méchante bonne nouvelle, en tout cas. Puis, tu sais, Justin Gaethje, c'est la personne qui devrait affronter. Bon, là, il est devenu champion intérimaire, mais tu sais, ce qu'on veut voir, c'est la vraie chose contre le champion. C'est un combat qui va faire mal, ça. Mais là, on n'a pas besoin d'attendre si longtemps. Il me semble que le mois d'avril, s'il est prêt à revenir en avril ou en mai, ça va arriver vite. C'est le fun, tant mieux pour la catégorie. Moi, je me demande si on va pas attendre la carte de la Maison-Blanche, si elle a lieu, évidemment. Mais tu sais, Gaethje, en étant américain, on pourrait le placer sur cette carte-là, peut-être. Mais effectivement, toi, tu penses quoi du retour et d'un combat potentiel? Puis ça va aller vite pour Gaethje. Tant mieux pour Ilia Topuria, parce que ça semblait extrêmement lourd, tout ce qui se passait autour de sa vie personnelle en ce moment. S'il est en mesure de pouvoir mettre ça de côté puis d'avoir vraiment réglé ça, tant mieux pour lui. Une chose est certaine, Topuria contre Justin Gaethje, 2 combattants qui ont de la dynamite dans les mains, 2 combattants qui voudront pas nécessairement aller au sol. J'ai jamais vu nécessairement Justin Gaethje vouloir ramener le combat au sol. Par contre, du côté de Topuria, pourrait peut-être vouloir faire des tentatives, mais on sait que la lutte de Justin Gaethje est tellement dominante. Donc, c'est sûr qu'on veut tous voir ce combat-là, spécialement après la correction que Gaethje a donnée à Pimblett. Donc, moi, je suis très excité d'apprendre cette nouvelle-là. Nouveau contrat pour Charles Jourdain à l'UFC. On le félicite d'ailleurs. Il l'a annoncé lui-même sur ses réseaux au cours du week-end dernier. Il a même dit le montant. Et Val, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce qu'il a dit contrat d'une valeur potentielle d'1 million de dollars. 2 questions pour toi. Parce que je sais qu'on en a parlé hors d'onde quand on s'est vu samedi. Il y a quand même des clauses dans les contrats de l'UFC qui t'empêche de révéler la valeur de tes contrats. Donc, il est allé clairement à contre-courant, Charles, en évoquant un montant de cette nouvelle entente-là. Hein? Il n'a pas précisé le montant. Puis, on parle d'une valeur d'1 million. On ne sait pas si c'est par combat, pour combien de combats. Il n'est pas rentré dans... Tu sais, il y a 2 choses, mais je t'ai déjà dit mon opinion là-dessus. Tout le monde est toujours discret sur son paycheck. C'est pas quelque chose qu'on va se vanter nécessairement. On se rencontre pas, mais plutôt, puis on se demande combien tu as gagné cette année, combien tu vas être payé l'année prochaine. Mais il y a quelque chose en même temps que, tu sais, au niveau des fans, ceux qui suivent le sport, il y a toujours une grande curiosité. On est-tu payé assez pour qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime le fait que Jourdain en parle parce que je veux que les combattants connaissent leur valeur. Si tu ne sais pas que tu peux faire ça, puis tu reçois un contrat, puis tu dis, OK, écoute, là, moi, je vais vous le dire, là, ça sera un secret, je pense. Un secret ou pas un secret. Je pense que j'étais 8+8, mon premier combat à l'UFC. Si je gagnais, ça faisait 16 000 $, puis sinon, je sortais avec 8 000 $, puisque moi, ça va pas loin, là, t'as payé dans ce temps-là, je donnais 25% à mon agent. On connaissait rien de rien, c'était comme un tabou. À un moment donné, tu sais, si ma chum d'à côté, elle a signé, puis 50 + 50. Tu sais, il faut... les salaires au Québec, là, je veux dire, je travaillais pour une entreprise il n'y a pas si longtemps, c'était vérifier est-ce que la femme gagne autant que l'homme pour le même niveau de travail, pour les mêmes... Il y a des échelons, c'est ça qui fait une égalité en même temps, dire OK, égal à égal, t'es supposé de gagner à peu près la même chose, sinon, ça devient pas fair. Si on n'en parle pas, on va le savoir comment. Je veux dire, si Jourdain n'en parlait pas, peut-être que quelqu'un d'autre s'aimerait pour beaucoup moins qu'il peut. Ça permet de connaître la valeur, puis ça permet aussi de donner espoir à ceux qui... On s'entend, là, tu sais, puis Johan, c'est sûr que tu passes à travers ça. Tu sais, t'as les salaires de l'UFC. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, pour vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, il faut qu'on le sache. Sinon, mais tu dis, je ferai jamais carrière là-dedans si c'est juste pour gagner 20 000 $. Comment? Tu es un enfant, tu sais combien ça coûte, là, le coût de la vie est tellement cher. Quelqu'un qui veut s'entraîner dans ce sport-là, puis qui pense que le plafond qu'il peut aller chercher, c'est 50 000 à une année. N'importe qui de ta famille ou n'importe quel autour de toi va dire, t'es-tu malade? Continue à aller à l'école ou au pire, va-t'en travailler sur un chantier de construction ou n'importe quoi. C'est plus payant d'être plombier, mécanicien, n'importe. Fait que
c'est un bel espoir. Donc là, je suis d'accord à ce qu'il a dit ça. Mais je suis un peu d'accord, puis pour suivre avec ce que tu dis en ce moment, ben moi, j'ai réalisé, puis je le savais pas, OK? Mais j'ai réalisé que mon premier contrat à l'UFC, si je gagnais tous mes combats, ça me donnait une somme de 110 000 $. Fait que, puis je le savais pas, c'est mon père qui m'a dit ça quand on parlait du contrat de Charles Jourdain, puis tout, il dit, mais tu sais, il dit, c'est un peu comme... Si t'es gagné tout. Exactement. Il dit, c'est un peu comme toi, ton premier contrat que t'as fait à l'UFC, Yohan, là, il dit, si tu gagnais tous tes combats, ben, tu faisais 100 quelques mille piastres. Je suis comme, hein? Là, je suis comme, mais tu sais, quand tu y penses comme ça, là, tu te présentes, moi, c'était 10-10. Si tu gagnes, 12-12. Si tu gagnes, 14-14. Si tu sais, fait, mets-les toutes gagnants, à la fin, ça donne une somme de 100 000 $. En y pensant comme ça, tu dis, ah, ben, OK, ouais, finalement, 4 combats, 100 000 $. OK, c'est cool, c'est intéressant. Mais de l'autre côté de la médaille, 4 combats, j'ai perdu toutes 10, 10, 10, 40 000. Ouf, ça fait pas grand-chose. Fait que, il y a 2 côtés à la médaille. Fait que, oui, je suis d'accord que c'est intéressant de montrer que lorsque tu travailles fort, puis que tu as une visibilité comme Charles Jourdain a, qui est très spectaculaire, qui est très volubile aussi, ben, regardez où ce qui s'est rendu, là. Il est en mesure de signer ce contrat-là. Donc, je suis d'accord à ce que ça peut être une source de motivation puis d'inspiration pour les jeunes qui veulent vraiment se lancer dans ce parcours-là. Il y a un pouvoir de négociation pour les prochains combattants. Toi, Ben? De savoir que c'est possible d'être payé ça. Ben, moi, je pourrais pas être plus en accord avec ce que vous avez dit. Puis, il y a tu sais, au Québec, il y a un tabou avec l'argent. Ouais. C'est vrai. Les gens sont gênés de le dire, puis les gens ont honte. Quand ils gagnent pas assez, ils ont honte. Ou quand ils gagnent trop, ils peuvent avoir honte. Ou les gens vont... Il y a des gens qui vont être très critiques de dire « Arrête de te vanter que tu gagnes tel montant. » Puis je l'ai vu sur les médias sociaux. J'étais curieux de voir les commentaires sous sa publication. Je suis allé voir hier. La plupart des gens, c'est comme « Bravo, félicitations, tu le mérites. » Tu sais, quand même une longue carrière. Là. Lui aussi, ça va être son 15e ou 16e combat à l'UFC. Là. Je veux dire, c'est normal qu'à un moment donné, il atteigne un certain statut. La plupart des gens, c'est très positif, les commentaires. Mais tu le sais, Val, on en parlait entre nous samedi. Puis il y avait des gens dans l'équipe qui disaient il n'y a pas d'affaire à on n'était pas tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'affaire à dire ça. Pourquoi ils se vendent de ça? Voyons donc, il a la tête brûlée, méchant vantard. Au contraire, comme tu as dit, il va donner espoir à des jeunes qui veulent faire carrière là-dedans, de dire je pourrais potentiellement devenir millionnaire un jour si j'ai du succès et si je combats assez longtemps. Puis entre les combattants, entre eux. Puis il n'y a pas à gêner de devenir millionnaire. Combien de gestionnaires, combien de présidents d'entreprise au Québec sont multimillionnaires? Puis ils ne mettent pas leur vie en danger. Mais au-delà de ça, les gars, ce que je trouve le plus important pour moi, mettons personnellement, ou n'importe qui que j'aurais comme protégé, hey, lui, il est payé ça. Ben moi aussi, je veux ça. C'est pas vrai que tu vas venir me donner mon 10 plus 10 ou ça. Non, je sais comment tu as payé d'autres personnes. Faut que ça arrête d'être un tabou. Dans une entreprise, dans n'importe quelle entreprise, pas tout le monde se dit leur salaire, mais il y a quand même des vérifications qui se font depuis des années pour que les échelles salariales soient justes entre chaque personne. Tu n'auras pas une femme directeur qui a un même niveau de direction puis la même charge de travail qu'un autre, puis l'autre va faire 200 000 de plus, puis elle va faire... Tu sais, il y a quelque chose qu'il faut qu'ils suivent, c'est vérifié. C'est pas pour rien que c'est vérifié, puis il y en avait beaucoup d'injustices comme ça, pas juste dans l'UFC, dans plein de formes de travail. Les femmes étaient beaucoup moins payées que les hommes surtout quand tu arrivais au niveau des combats de championnat. T'envoies des femmes qui vont faire un demi-million qui peuvent faire 1 million par combat maintenant et name it. Mais il faut pas que ça reste sans rentrer à la scène près à un moment donné. Faut qu'on parle des vraies choses, là. Moi, j'étais pas en désaccord. Je pense pas que c'est une histoire de se vanter. Je pense que c'est un beau signe de succès. Et moi, bravo à lui. C'est exactement comme ça que je l'ai perçu aussi. Donc, félicitations. Puis, encore qu'à Charles Jourdain pour quelques combats à l'UFC. Puis, il est sur toute une séquence. Puis, on veut le voir. On a hâte de le revoir. C'est ça. On a hâte de voir Louis aussi. Ouais. Également, parce que 2 victoires très, très, très spectaculaires. Charles, depuis qu'il est passé à 135 livres. Vraiment hâte de voir la suite. OK, je veux finir ça. Faut mentionner que Shavkat Rakhmonov, t'en as parlé un petit peu. Ouais. Ça, c'est décevant. Shavkat Rakhmonov, un Kazakh invaincu, je pense qu'il est 20-0 maintenant, 19 victoires dans la limite. Quel beau talent, mais là, il va perdre 2 ans de sa carrière en raison des blessures. Quel fléau quand même, les blessures. Puis à 170 livres dans une division où
ça bouge beaucoup présentement aussi. Il pourrait avoir tellement de beaux combats. Lui contre Islam Makhachev, lui contre Michael Morales, lui contre Sean Brady, lui contre Carlos Prates. GDM Jack qui Della va revenir Maddalena. Il y a tellement des beaux combattants. Puis là, on en perd un, Shavkat Rakhmonov. Les blessures. Il a quel âge, ça, Rakhmonov? Je pense qu'il est quand même jeune. Hein? Je pense qu'il a juste 30 ans. Il a 30 ans. C'est ça, 31 ans. Tu sais, c'est des années précieuses à sa carrière. Tu as comme un pic à un moment donné, puis après ça, ben, tu sais, la pente, elle descend. Puis là, ben, il va revenir, regarde, au mieux à 33 ans, mais, tu sais, revenir après ça, comme tu dis, ça bouge tellement. C'est sûr que ce gars-là, il a toujours des victoires un peu impeccables, il se fait pas trop toucher. Il est dominant. Mais c'est vraiment... Écoute, c'est vraiment quelqu'un qu'on met sur la tablette, malheureusement, pour un bon bout de temps. On va espérer qu'il récupère rapidement. Moi, c'est vraiment de la déception. C'est un combattant que j'adore. En tant que fan, je suis comme déçu. Je trouve ça plate. Ouais, puis c'était un cauchemar pour la catégorie des 170 livres en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait l'affronter. Puis un des plus beaux espoirs qu'on a vu, c'est Ian Gary en ce moment, qui a donné toute une performance. C'était un très beau combat. C'était un combat, pour vrai, techniquement parlant, c'était tellement beau à voir. Ils sont allés au sol aussi. Puis il est sorti de là vainqueur. Donc pour moi, c'était un des prochains aspirants au titre. Là. Ah là là. Bref, les blessures. Il y a une chose qu'on peut pas contrôler, malheureusement, et ça va toujours exister dans les arts martiaux mixtes. Ça fait le tour. Hey, écoutez, ça a été un long épisode. On espère que vous avez aimé ça à la maison. Merci de nous avoir accompagnés. Merci énormément, Val. J'espère que tu as aimé ça, toi aussi. On te réinvite? Merci, les gars. C'est super. Valérie Letourneau, on peut bien sûr l'écouter sur les ondes de TVA Sport. Lors des galas de télé à la carte, elle est en compagnie de Patrick Côté à l'analyse. Johan, merci énormément. Merci à vous deux. Comme d'habitude, bonne fin d'entraînement. Et garde le sourire. Let's go. Mon gars. Oui. Ça s'en vient, là. Bon ça s'en vient. 2 semaines et demie. Merci, Valérie. Merci à Philippe en régie. Merci à vous à la maison. Manquez pas Marc-André Barriot en action cette semaine à TVA Sport. Hey, congé la semaine prochaine aussi, pas d'épisode. On se retrouve dans 2 semaines. Bye bye tout le monde. SOS Podcast.